Bon, aujourd'hui c'est pas facile. C'est la deuxième fois que je filme. J'espère que cette fois je vais y arriver. Bonjour, je suis Anne. C'est la deuxième fois en fait que je tourne une vidéo pour un livre qui traîne, puisque jusque là je vous parlais de mes lectures préférées dans mes vlogs et surtout dans mes épisodes de podcast assis entre du tricot et de la couture. Et là, donc cette deuxième fois, j'ai décidé une fois par mois de vous parler de mes lectures, et seulement de mes lectures, de toutes mes lectures, même celles que j'ai peut-être pas aimées ou moins aimées. Le mois de février avait été plutôt costaud en lecture, puisque j'avais lu 17 livres, mais il y en avait 4, c'était Sauveur et Fils, donc bon bref, voilà, c'est très bien aussi. Et en mars, j'en ai lu 14, mais je vous en présenterai 15, puisque je vous présenterai aussi le dernier que je n'avais pas fini de lire la dernière fois que j'avais filmé, mais que j'avais fini en février, puisque la dernière fois j'avais filmé fin février et pas début mars comme là, et je pense que c'est ce que je ferai maintenant, filmer début mois. Donc ce livre était Conjure Woman de Afia Atakora. C'est un livre qui n'a pas été traduit en français. On va suivre la jeune roue qui est une guérisseuse et surtout une ancienne esclave, puisque le livre se passe après la guerre de sécession. Il va même il y a une double temporalité, puisque il se passe après la guerre de sécession et avant. Alors oui, dit comme ça fait bizarre. J'aurais pu vous dire ça se passe avant et après. Sauf que le livre s'ouvre vraiment après la guerre de sécession. On est dans un village où il y a seulement d'anciens esclaves noirs. Le village est à l'endroit où était la plantation avant et pendant la guerre de sécession. Le bâtiment, la plantation a brûlé. Les esclaves sont restés, et ça fait un peu bizarre. Et en effet, on va comprendre assez vite que les Roux et une autre femme protègent ce village de ce qui a pu se passer réellement après la guerre de sécession pour les anciens esclaves dans le sud. Quelque part, alors j'ai pris ce livre totalement par hasard sur les étagères d'un Barnes & Noble, parce que voilà, le titre, le résumé, la couverture, et je m'attendais à quelque chose de très historique. C'est-à-dire que, pour vous expliquer, quand je lis un roman historique, en fait moi je m'attends à voir presque à ce qu'il y ait le moins de licences prises avec la partie histoire. C'est peut-être pour ça que j'aime autant les Chroniques de Sainte-Marie, parce que quand ça parle de l'histoire, c'est extrêmement précis. Et Conjure Woman, c'est pas tout à fait ça. Au début, le premier tiers, j'ai eu un peu de mal à accrocher, parce que je me suis dit, mince, je me suis encore repris comme dans Underground Railroad de Colson Whitehead. C'est le même auteur que Nickel Boys. Dans ce livre-là, en fait, on suit une jeune esclave qui fuit le sud pour le nord, en utilisant alors ce qui était normalement un réseau de personnes pour emmener des esclaves du sud vers le nord. Là, l'auteur va imaginer que c'était un véritable chemin de fer souterrain. Et ce qui fait qu'en fait, toute l'histoire, même si elle
elle est totalement révélatrice de ce qui pouvait se passer. Je parle toujours de celle-là. Totalement révélatrice de ce qui pouvait se passer entre noir et blanc avant la guerre de sécession, a un côté onirique, presque fantastique, qui n'était pas ce à quoi je m'attendais. Et dans celui-là, au début, je me dis, ouf, bah ça va être la même chose. C'est pas que c'est gênant en soi, c'est voilà, c'est 2 livres qui sont très bien écrits, mais ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Et en fait, non. Voilà, c'est peut-être au début, légèrement, mais en fait, bien plus que quelque chose d'historique, ça va être des relations. C'est qu'est-ce qu'être femme à des époques qui n'étaient pas faciles, qu'est-ce qu'être esclave ou ancienne esclave à ce moment-là, les relations mère-fille, les relations maître-esclave, le tout féminin, et il est vraiment bien. Il y a une... comment ça s'appelle? Une plume assez contemplative, mais ouais, vraiment bien. Peut-être pas du plus facile à lire en anglais. Après, vous savez que moi, pour lire en anglais, je trouve il faut trouver un livre qui va nous plaire, dont le sujet nous plaît, et puis y aller. Et voilà, là c'est... vous pouvez commencer par ce livre-là si voilà, si vous pensez que ça peut vous plaire. En sachant que pour l'instant, il n'est pas encore... je crois qu'il n'a pas encore été édité en version paperback, donc c'est en version souple, donc il est plus cher. Voilà. Après avoir lu ce très beau livre, parce que ça reste quand même un beau livre, j'ai retrouvé le titre d'un livre que j'avais lu il y a assez longtemps en France, que j'avais emprunté à la bibliothèque. Livre qui m'avait beaucoup plu, j'en avais lu 2, l'un étant la suite de l'autre, et j'ai eu beaucoup de mal à retrouver, à me souvenir du nom du livre et du nom de l'auteur. C'est-à-dire qu'une fois, je sais que je l'avais lu, je l'avais vu passer sur Instagram, je me dis oh là, il faut que je me le retienne, et puis c'est passé comme ça. Donc là, après une recherche Google, j'ai réussi, en essayant de... comment ça s'appelle, d'expliquer un peu le roman, j'ai réussi à retrouver. Et il s'agit de la trilogie Les Falsificateurs d'Antoine Bello. Pas si facile à dire. Il y a Les Falsificateurs, c'est le premier, Les Éclaireurs et Les Producteurs. Le premier tome va se passer dans les années 95, milieu des années 90. Et on va suivre, en fait, on va découvrir le jeune Sleeve, qui est un Islandais, qui a fini ses études et qui commence son premier travail dans une... dans un cabinet d'études environnemental. Et voilà, il va commencer sa première mission, et puis bon, ça se passe bien, mais un peu plan-plan. Et puis il y a un truc qui se passe à la remise du rapport. Il s'aperçoit qu'il y a une date qui est erronée. Il la corrige, lecture, il l'envoie. Et puis quand il a le résultat, le rapport final qui va être envoyé, donc après correction, il s'aperçoit que non, un petit bonhomme, la date n'est toujours pas bonne. Il est sûr de sa date. Il en parle à la personne qui l'a engagé, qui a travaillé avec lui sur cette étude. Et cette personne-là va dire oui, mais tiens, comme ça, si vous vouliez dire que vous savez le souvenir de cette date parce que vous avez vu une petite pancarte dans... c'était pour l'inauguration d'une usine ou d'un barrage, enfin voilà, et c'est pas ça qui est important, c'est voilà, la date est fausse.
vous vous souvenez d'avoir vu cette pancarte, comment on pourrait faire pour que tout le monde croie que c'est pas cette date-là? Il faudrait changer la pancarte, il faudrait aussi sûrement changer les journaux. Voilà, je vois pas trop l'intérêt, mais oui, oui, vous avez pas tort, mais il faut aussi arriver à modifier les souvenirs des gens qui étaient là. Et en fait, la personne avec qui il travaille, ce mentor-là, va proposer à Sleeve de rentrer au CFR, au Consortium de falsification du réel, qui est une organisation secrète qui modifie un peu, qui modifie ce qu'on sait, enfin non, qui modifie l'histoire, qui modifie des données dans un but pas spécialement, pas dans une idée de grand ordre mondial, mais presque pour s'amuser, voilà. Pour peut-être donner aux États matière à réfléchir, pour aller dans comment dire, pour dire voilà, le changement climatique, il faudrait peut-être aller plus, voilà, donner un peu plus de grain à moudre, voilà. Et donc le jeune Sleeve y va, et il faut donc inventer des histoires, mais aussi les mettre en pratique, donc falsifier, modifier. Et en fait, ce livre, ces 3 livres sont passionnants parce que ça montre vraiment notre rapport à la réalité, à ce qu'on croit, à ce qu'on peut ne pas croire, sur quoi fonder l'information. Alors, le 3e tome est sorti en 2015, donc avant l'apparition des fake news de Donald Trump. Et quand je les ai lus, surtout le 3e, en fait, donc le premier pourrait se passer n'importe quand, en fait. Mais le 2e commence avec les attentats du 11 septembre. Et la question, est-ce que le CFR a joué un rôle là-dedans? Pardon. Et le 3e s'ouvre avec les élections américaines de 2008, quand Barack Obama a été élu. Et quand je lisais ce 3e, je me dis, qu'est-ce que ça serait intéressant d'en avoir un 4e là, avec sur les 4 dernières années, là, avec Trump à la Maison Blanche et le Covid. Ça serait réjouissant au possible de voir il y a une certaine comment dire, enfin honnêtement je le vends très mal. Je pense que je vais très mal vendre tous les livres dont je vais vous parler aujourd'hui. J'ai du mal à trouver mes mots, mais vraiment je les trouve jubilatoires. Alors un peu moins le dernier. Voilà, c'est toujours un peu le même mode, mais quand même quoi, il y a quand même quelque chose derrière qui est assez génial. Voilà. Après, le livre suivant m'a été conseillé par l'une d'entre vous. Il s'agit de Un gentleman à Moscou d'Amor Towles. Comme on a parlé, on m'a dit tu vas voir, il est génial. Moi j'ai eu beaucoup de mal à lire quelque chose après. Je suis pas la seule. Enfin, voilà, ça m'a toujours intéressée. Je me suis dit, j'ai un chronique de Sainte-Marie voilà, que je lirai juste après parce que ça, je sais que je lirai sans problème. Et puis ouais, il m'a plu, mais pas tant que ça. On suit un aristocrate russe juste après la Première Guerre mondiale qui est en Russie, qui est dans un hôtel, et en fait qui a été jugé, il n'a pas été jugé à mort grâce à un poème que tout le monde lui attribue.
un poème révolutionnaire daté de bien avant la Première Guerre mondiale. Donc voilà, c'est grosso modo, vous êtes un aristocrate, c'est-à-dire vous représentez ce qu'on ne veut plus en Russie, mais vous êtes, voilà, après vous avez l'âme d'un révolutionnaire, donc on va vous laisser la vie sauve, mais vous ne devez pas sortir de l'hôtel. Voilà, sachant que c'est un grand hôtel à l'ancienne, avec des restaurants, avec le barbie, etc. Et donc, cet aristocrate va réinventer sa vie, à l'intérieur, qu'un cas au début, et puis après, même dans un hôtel, on peut rencontrer des personnes, et c'est plutôt pas mal, c'est une bonne satire sur l'URSS des débuts, en sachant qu'on est quand même sur un large temps, ça se finit dans les années 50 je crois. La fin je m'attendais pas à la fin. Les dernières pages, les 2-3 dernières pages, j'étais... Ah ouais, mais non, mais si, mais... Voilà, ça m'a beaucoup étonnée, je m'attendais pas du tout. Et voilà, sympa, mais sans avoir le coup de cœur de la personne qui m'en a parlé. Ensuite, toujours en version électronique, j'ai lu Le sang des Mirabelles de Camille de Peretti. On va suivre 2 sœurs au Moyen-Âge, un Moyen-Âge qui n'est pas daté, mais c'est au moment des croisades, et de la place qu'ont les femmes. Dans ce livre, alors certes, tous les personnages ont des prénoms, mais on va surtout comment dire, ils vont surtout être nommés par des noms d'animaux. La sœur, en fait, donc on suit une sœur, une jeune femme qui épouse un chevalier, c'est les 2e noces du chevalier. Cette jeune fille-là va être appelée très souvent après la salamandre. Elle a épousé l'ours. La jeune sœur de la salamandre, qui est l'abeille, a été confiée aux soins de sa sœur et de son beau-frère par son père, pendant que lui va aller dans les croisades. Et voilà, c'est un livre qui n'a pas beaucoup, qui n'a pas énormément de dialogue, lui aussi assez contemplatif, mais enfin, c'est, il n'y a pas de grandes actions. Mais il y a tous ces petits trucs qu'une femme peut faire à cette époque pour une certaine forme de résistance à c'est quoi le choix, qu'est-ce que je peux avoir comme vie, est-ce que je peux choisir moi-même ma vie. J'ai beaucoup pensé en les lisant au Château des Murmures de Carole Martinez, qui a le même thème, le choix de sa propre vie pour une femme. Et j'ai aussi pensé au livre de Jeanne Bourdin, par exemple La Chambre des Dames. Et alors, quand je parlais des romans historiques au début, les romans de Jeanne Bourdin, ils sont très travaillés d'un point de vue historique. Vous les lisez, vous avez une assez bonne vision de ce que pouvait être la vie quotidienne à l'époque. Dans Le sang des Mirabelles ou dans Le Château des Murmures, c'est pas du tout ça. Et ça n'empêche pas que... Voilà, c'était des livres... Le sang des Mirabelles et Le Château des Murmures, c'est vraiment, vraiment sympa. Alors d'avoir lu Jeanne Bourdin, ça m'a permis de deviner pardon, quelques chapitres avant, quel allait être l'événement qui allait faire basculer le livre. Je fais, il va se passer là, il y a ça, il va se passer ça, sûr et certain. Bah oui. Mais voilà, juste parce que j'avais genre, c'était pas La Chambre des Dames. Je sais plus le nom du livre, du roman, mais voilà. Vraiment, vraiment, vraiment sympa, un roman court. Que si vous aimez bien cette période,
Je vous conseille après, si vous êtes... voilà, comme tout, hein, si vous n'aimez pas le Moyen-Âge, pas sûr qu'il vous plaisera. J'ai ensuite lu dans le cadre de l'empoche classique The Tenant of Whitefell Hall d'Anne Brontë, qui est la sœur des autrices de Jane Eyre et Les Odieux Hurlevent. Je ne me rappelle plus des prénoms. Ah là là. Jane Eyre, c'est... Je sais plus qui est Charlotte et Émilie, laquelle a écrit quoi. Voilà, mais en tout cas, c'est Anne Brontë est la sœur de Charlotte et Emily Brontë. Et on connaît très bien Jane Eyre, on connaît très bien Les Odieux Hurlevent. The Tenant of Whitefell Hall, on le connaît moins. Il y a une dizaine d'années, petite dizaine d'années, quand j'ai découvert que je pouvais les livres électroniques, j'avais décidé, avant d'acheter la liseuse, de lire plusieurs livres, de découvrir la littérature anglaise du 19e siècle en fait, à laquelle je ne m'étais pas du tout intéressée jusque-là, en lisant des livres libres de droit sur ma tablette. En disant, si ça me plaît, peut-être que j'achèterai une liseuse. Clairement, si vous hésitez, la liseuse est bien mieux, bien plus sympa pour lire que la tablette, surtout en plein été. Hein, je lisais dehors, je ne voyais rien avec le soleil. Et quand on est rentré, j'ai commandé une liseuse. Bref. Et donc j'avais lu, j'avais mis des Jane Austen, j'ai lu du Jane Eyre, j'ai lu Les Odieux Hurlevent, et je n'avais trouvé de Anne Brontë que ce nom, le roman qui s'appelle Agnès Grey. Et par rapport aux deux autres, par rapport à Jane Eyre et aux Odieux Hurlevent, Agnès Grey, c'était une bluette, hein. On va pas se mentir, c'était mignon, mais ça n'avait pas le souffle romantique des deux autres. Et ben c'est bien dommage que je n'ai pas lu à ce moment-là The Tenant of Whitefell Hall, parce que lui, il a ce souffle qu'a Les Odieux Hurlevent et Jane Eyre. C'est un roman épistolaire. En fait, une partie est épistolaire et une grosse partie va être un journal intime. Dans la partie épistolaire, c'est Gilbert Markham qui va écrire à son beau-frère, qui va expliquer à son beau-frère ce qui s'est passé quand il était jeune. Voilà, il habite à la campagne. Il a une petite compagnie d'amis qui sont à peu près de la même classe sociale. Il est plus ou moins amoureux de la fille du... comment ça s'appelle, de la fille du pasteur. Mais voilà, on va dire quelque part sans plus. Et une jeune femme vient s'installer à Whitefell Hall, un vieux château plus ou moins abandonné, avec son fils. Elle est veuve, mais voilà, elle va vraiment attirer l'attention de tout le monde. Elle est du même niveau social que les autres, mais sa solitude, mais ses idées extrêmement modernes au niveau de l'éducation. Il y a dans les premiers chapitres une discussion sur l'éducation qui est géniale. Enfin voilà, j'avais adoré. Bref, voilà, elle n'est pas très bien... Elle a du mal à s'intégrer. Plutôt, les autres ont du mal à l'intégrer dans leur petite société. Et Gilbert, petit à petit, tombe amoureux d'Hélène. Tandis qu'elle refuse son amour. On sent qu'il y a quelque chose. Et à un moment, pour expliquer pourquoi ils ne peuvent pas s'aimer au grand jour, elle lui donne son journal intime pour qu'ils comprennent son passé et pourquoi son passé sont entre les deux.
C'était... Alors, j'ai eu du mal... J'ai eu du mal à lire. Non, c'est pas ça. J'ai lu en anglais. La première moitié, je l'ai lu en anglais. Après, comme c'est comment dire, une lecture commune, je commençais à prendre du retard. Et j'ai switché en français pour pouvoir le lire plus vite. Mais l'anglais, c'était un anglais qui se lit très très bien. Quand je le compare par exemple à Little Women, les 4 filles de Dr. March, bien plus simple de lire ça, de lire celui-là. Alors le truc c'est que j'ai eu du mal avec Markham, avec Gilbert, parce que le nom Markham, pour moi, je crois c'est définitif, est associé à un pitre des Chroniques de Sainte-Marie. Donc j'attendais toujours quand je voyais me dire Markham, la blagounette, le truc voilà, auquel j'ai droit à chaque fois que je lis Chroniques de Sainte-Marie, et là j'attendais un petit quelque chose qui n'y était pas. Bref, c'est juste un problème dedans. C'est ouais, c'est vraiment un classique. C'est vraiment, on est toujours un peu comme sur les autres, quoi. C'est quoi être une femme, quel choix on a si on en a. Voilà. Ah non, mais je vous ai dit, hein, je vais très très mal les vendre, tous les livres que j'ai. Le roman suivant que j'ai lu est le livre justement de Mrs. Beaucaire-Monde, qui a lancé l'empoche classique, Amour, gluten et sororité. Cette autrice, Sarah, j'ai découvert son YouTube, sa chaîne YouTube en septembre-octobre. Et assez rapidement aussi son Instagram. Et elle a une plume pour parler de ses lectures qui est extrêmement fine, extrêmement lumineuse, enfin voilà, que j'aime beaucoup. Donc j'avoue que quand j'ai découvert qu'elle allait sortir un livre, j'ai pas hésité très longtemps avant de le précommander. Bon, je l'ai précommandé en version électronique parce que États-Unis, voilà, bref. Et dans ce livre, on suit Yael. Je suis en train de me réfléchir, mais oui, c'est la narratrice. Sa cousine Ellie. On suit aussi, il y a aussi la copine de Yael, Eva, qui sont là. Donc il y a un petit groupe de copines un petit groupe de copines. Et avec tout le problème des amours, Yael est dans une situation de couple sans vraiment l'être qui lui convient pas si mal, mais pas tant que ça, et voilà. En lisant ce livre, j'ai pas mal pensé au livre de Marianne Keyes, essentiellement Le Club de la Dernière Chance et l'autre, je ne sais plus, je vous mettrai là de toute façon, et en barre d'infos, je vous mets comme la dernière fois tous les livres que j'ai pu lire, et dont je vous parle. Ouais, il y a de la romance, il y a de l'amitié, il y a du feel good, il y a plein de choses qui étaient vraiment bien. A priori, il y aura un deuxième qui va suivre. Je sais que je sauterai dessus. J'ai retrouvé la plume de Sarah que j'apprécie dans ses chroniques, à part dans les dialogues. Quand j'ai commencé, donc je commençais à lire, puis je tombe sur les dialogues et... Non, Céleste. Il y avait un truc, et je trouvais que justement les dialogues étaient lourds, et puis... Excusez-moi, là j'ai le chat qui fait des bêtises. Il y a un petit bout de plastique et elle est totalement accro au plastique.
Si on a des sacs plastiques, elle les lèche. Enfin bref. Oui, en fait, les dialogues, surtout les dialogues un peu small talk, voilà, qui pourraient se passer n'importe quand. À un moment, j'ai essayé, je l'ai lu, enfin, j'ai lu en formation. J'ai essayé d'imaginer ce que ça donnerait si je l'entendais. Et en fait, c'est exactement les dialogues qu'on pourrait entendre, voilà, entre deux personnes dans la rue. Mais je ne sais pas comment expliquer, à l'écrit, et ben ça passe, enfin, pour moi en tout cas, ça passe beaucoup moins bien. C'est beaucoup moins agréable à lire. C'est là où on s'aperçoit que voilà, des dialogues, souvent, les dialogues qu'on lit, c'est pas des dialogues qu'on pourrait entendre. Et vice versa. Ça m'a fait penser, quand j'ai lu, il y a pas mal d'années, j'avais acheté comment il s'appelle? Aide-moi, chat. Le feuilleton de Thésée aux enfants, qui est en fait un livre en 100 épisodes pour découvrir la littérature, la mythologie grecque. Alors avec dans celui-là, Thésée, on va suivre Thésée, on va suivre Hercule, on va suivre aussi Oedipe et Antigone. On va découvrir, les enfants vont pouvoir découvrir plusieurs mythes. Et il y en a d'autres qui permettent de découvrir d'autres... comment ça s'appelle ? D'autres mythes. Il y en a deux autres qui permettent de découvrir deux autres mythes. Et donc je l'avais acheté, j'avais commencé à lire aux enfants, les épisodes sont courts. Et donc voilà, on s'installait le soir, c'était l'histoire du soir. Puis j'avais quand même envie d'aller un peu plus vite, et j'ai pris le livre et je l'ai lu dans mon lit, en version écrite. Et c'est lourd, et en fait, je sais pas comment c'est possible, mais lisez-le. Enfin moi c'était vraiment l'impression que j'avais. Lisez-le pour vous. C'est pas super bien écrit. Lisez-le à voix haute. Ça prend toute sa dimension. C'est un livre fait pour être lu à voix haute. Et ben les dialogues de Amour, gluten et sororité, c'est un peu la même chose. Ce n'est pas des... C'est pas des dialogues de roman. Voilà. Et c'est ça qui m'embêtait. Mais voilà, c'est la seule chose que je peux reprocher à ce livre, qui est quand même pas énorme, vous êtes d'accord. Et si vous avez envie de passer un bon moment, ouais, je vous le conseille quand même. Ah oui. Ah oui, après. Après, il y a eu un week-end à 500 qui sont proposés par Magdalena, Triple L de Mag. Et je me suis dit, allez hop. Là, je le fais pour avoir les 500 pages. Et donc, je vais lire Pachinko de Min Jin Lee. Plus de 600 pages de mémoire. Voilà, dans le week-end, je l'aurais lu, roman, historique, Corée, Japon, ça, je suis sûre que je l'aurais. Roman assez génial, enfin, que j'ai beaucoup aimé. On va suivre, on découvre une jeune coréenne dans les années 30 en Corée qui se laisse séduire et qui tombe enceinte. Sauf que le père de l'enfant est déjà marié au Japon et lui propose de devenir sa maîtresse, hein. Il paye tout, mais voilà. Elle refuse et en fait elle va épouser à la place un Coréen qui est missionnaire, et avec lui ils vont partir s'installer au Japon. En fait, à l'époque, la Corée était une colonie du Japon. Et voilà, ce qui a entraîné pas mal de choses. Et on va suivre cette famille sur plusieurs générations, avant, pendant, après la guerre, sur fond de racisme, d'intégration ou non. Et puis voilà, surtout on va voir l'amour
de la jeune fille du début pour sa famille. Et vraiment, ce livre m'a énormément touchée. C'est une belle fresque familiale comme je les aime en fait. Avec une histoire que je ne connaissais pas du tout. J'ai lu pas mal de livres sur le Japon à une époque, mais voilà, je savais qu'il y avait eu quelque chose avec la Corée, mais sans plus. Ils ne reviendront pas en Corée, toute cette famille restera au Japon, et on voit tout ce qui... comment on comprend ce qui a pu se passer là. En fait, ce livre m'a tellement plu que le samedi midi, je l'avais fini. Donc je me suis dit, c'est pas grave. En même temps que celui-là, j'en avais téléchargé un autre qui s'appelle Fille de la mer de Marilyn Brackett, qui était se passé aussi en Corée. Là, on va suivre deux sœurs qui vivent sur une île. La sœur aînée est une pêcheuse professionnelle. Elles sont presque... comment dire, elle est quasi indépendante grâce à ça. Sauf que on est de nouveau, on est en 1943 et à un moment où le Japon, déjà depuis plusieurs années, enlevait des jeunes filles coréennes pour devenir femmes de réconfort en Mandchourie pour l'armée japonaise. Et un jour, la sœur aînée va voir un officier japonais s'approcher de sa sœur et elle va volontairement se laisser prendre, se laisser emporter pour sauver sa petite sœur. Et donc on va suivre dans une première temporalité l'histoire de cette sœur aînée pendant la guerre, en 1943. Et on va suivre également la jeune sœur. Mais là, on va sauter beaucoup d'années. On va être en 2013 et on va découvrir ce qui s'est passé pendant et après la guerre pour elle et pour sa famille. Et ce trou qu'a occasionné la disparition de sa sœur. Et en fait, ces deux livres, Pachinko et Fille de la mer, sont extrêmement complémentaires puisque on découvre d'un côté, dans Pachinko, ça va vraiment être les Coréens au Japon, alors que dans Fille de la mer, ça va être les Coréens qui sont en Corée, qui sont restés en Corée. Et on comprend bien dans Pachinko que ça n'a pas été facile. Dans Fille de la mer, on le voit bien. Surtout Fille de la mer, c'est Corée du Sud. C'est pas Corée du Nord, ce qui est encore un autre problème. Mais vraiment, j'ai apprécié ces deux livres et ils se complétaient bien. Si vous en lisez un, lisez l'autre aussi. C'est pas du tout la même auteure, c'est pas le même souffle narratif, c'est pas du tout, mais ils se complètent excessivement bien. Et puis Ma Fille de la mer, je l'ai fini samedi fin d'après-midi. Voilà. Déjà, je crois qu'avec ces deux-là, j'avais 1000 pages quoi. Mais j'avais eu envie, j'ai été prise en fait à ce moment-là d'une... Voilà, j'étais vraiment... Toutes les étoiles se sont alignées ce jour-là, ce week-end-là pour que je puisse lire. Normalement, samedi matin, je devais accompagner Marc à son match de foot. Le match de foot a été annulé au dernier moment, donc on y allait, on est revenu et voilà, j'ai pu lire pendant 1 heure plutôt que de le regarder jouer. Lise et Stéphane avaient un tournoi de softball, enfin Lise avait un tournoi de softball et son papa l'a emmené et donc on a eu toute l'après-midi avec Marc à la maison, tranquille, lui il a joué, moi j'ai bouquiné, donc vraiment c'était juste parfait pour lire. Et j'avais donc découvert le samedi dans la journée sur Instagram le livre auto-édité Quand je respire d'Elisa Albert. Et en fait c'est un livre qui se passe en Iowa. Après 3 ans. Bon en fait l'auteur n'est pas allé en Iowa. J'ai discuté un peu avec elle. J'ai lu les 2 premiers volumes quand même pour vous dire que voilà, l'histoire m'a plu. Mais j'étais là non ça c'est pas crédible. Non
non plus. Oh, ça j'aimerais bien. Ah ouais, non. Et donc voilà, j'en ai un peu... Ce n'est que des détails. J'adorerais vivre dans son Iowa d'un point de vue culinaire. Voilà, il y a des croissants. Non. On a trouvé des croissants dans le Missouri. Enfin, pas des croissants, des Suisses. Vous savez, les pâtes, c'est pain au chocolat, mais avec de la crème pâtissière en plus. Je me disais, c'était pas tout à fait le même feuilletage qu'en France. Mais voilà, donc on adorerait avoir des vrais bons croissants, mais on n'en a pas. Bon voilà, ceci posé, elle n'est pas allée en Iowa. Si je l'avais lu avant de venir ici, j'aurais été extrêmement déçue. Là voilà, mais le livre est plutôt sympa. On suit Luna qui a 20 ans, qui étudie à New York pour devenir architecte et travailler avec son père. Bon, suite à des problèmes familiaux, Luna et ses parents quittent New York et retournent dans la ferme des grands-parents maternels de Luna, dans l'Iowa. Elle va retrouver, dans lequel il n'était pas allé depuis 7 ans, suite à, on sait pas trop. Et voilà, elle va devoir refaire sa vie dans l'Iowa. Alors, il y a quelques trucs qui m'ont gênée. Le livre est bien écrit, on sent que c'est une romance, mais vraiment sur un temps long. Voilà, ce qui n'est pas totalement pour me déplaire. Il y avait des trucs pour moi un peu problématiques autour de l'alcoolisme et des violences familiales, avec un certain laisser-faire des personnes qui ne sont pas impliquées, qui moi m'embête beaucoup. Et puis j'ai souvent un vrai problème avec les parents dans les livres. Bien trop souvent, les parents sont, imposent, obligent, interdisent sans expliquer. Et ça m'énerve. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça m'énerve. Moi qui essaye, on impose aussi. Les enfants, par exemple, les EMAC n'ont pas eu le choix. On est venus dans l'Iowa. On a fait une expatriation. Mais on a aussi essayé de leur expliquer. On leur a pas dit juste c'est comme ça et pas autrement. Quand ils font le CNED, on leur explique. Ils ne sont pas d'accord, et même s'il y a un peu de... Voilà, on me bat un peu avec eux. Oui, c'est comme ça et pas autrement, mais voilà pourquoi. Voilà, on explique. Même chose, alors je sais bien que ça permet à l'histoire d'avancer, mais la mère qui promet à sa fille de l'emmener à tel endroit, et puis au dernier moment, ah bah non, je peux pas, je suis désolée. Là aussi, je comprends tout à fait dans les livres, mais dans la vraie vie, je deviendrais folle. Peut-être parfois un peu mon problème avec les livres, c'est que j'ai du mal avec réalité et fiction. Voilà. Et là, c'est exactement ça. Bref. Mais c'était sympa. Il existe un troisième volume. A priori, un quatrième va aussi sortir au printemps. J'attends que le quatrième sorte pour lire le troisième. Voilà, pour le faire. Ils sont pas très chers. Ils sont à 3 € sur Amazon si vous les achetez en version électronique. Et donc en fait, j'ai lu le premier. Et puis j'étais un peu... Oh, mais c'est pas l'Iowa. Hein, c'est l'Iowa sans lettres. Et je me suis rappelé que j'avais sur ma liseuse le très court roman Une journée d'automne de Wallace Stegner. Je ne sais plus du tout comment je l'ai eu. J'ai lu en français, hein, c'est dans les éditions Gallmeister, qui se passe en Iowa. Alors là, pas de description non, pas de description vraiment de l'état. Mais alors, le roman, waouh, il est très court. Mais alors, j'ai adoré. On pourrait presque dire un huis clos familial sur plusieurs années. En fait, j'ose pas trop vous en dire. Je veux pas vous raconter l'histoire parce que voilà,
je pourrais vous dire quelque chose qui vous permettra de savoir, mais il va y avoir une journée en automne qui va changer les relations au sein quelque part au sein de deux couples, l'un étant mari et femme, et l'autre étant la femme et sa sœur. Donc on a 3 personnes, 2 sœurs, un mari, et un jour, une journée en automne va totalement modifier la donne. C'est entre la trahison, le pardon, la reconstruction ou la non-reconstruction. C'est super, et vraiment très très court, moins de 200 pages, pour dire. Et lui, donc j'ai lu Une journée d'automne, je suis repassée au 2e volume de Quand je respire, et quand j'ai eu fini, c'était pas encore l'heure de se coucher, donc j'ai repris, j'avais commencé plus tôt dans la semaine, Jenny Colgan que j'avais acheté, The Loveliest Chocolate Shop in Paris. Et je l'ai avancé et je vais finir mon week-end en fait en lisant 2000 pages. Voilà. Alors, The Loveliest Chocolate Shop in Paris. J'avais commencé, j'en étais à un petit tiers. Ouais, c'est ça. Un quart. Et j'avais du mal. J'avais beaucoup de mal et donc je m'étais dit, tu lis jusqu'à la moitié. Déjà parce que c'est le nombre de pages qui te manque pour arriver à 2000 pages. Et puis tu arriveras à la moitié et si te plaît toujours pas, tu laisses tomber. On va suivre Anna, une Anglaise qui travaille dans une chocolaterie industrielle et qui, suite à un accident et une maladie nosocomiale, si je peux y arriver, nosocomiale, va perdre 2 doigts de pied. Et ça la met à plat, ce qu'on peut comprendre. Et en fait, pendant son séjour à l'hôpital, elle partage la même chambre que son ancienne professeure de français, qui, on le comprend assez vite, a eu, lorsqu'elle était jeune, a été jeune fille au pair à Paris, et a vécu une histoire avec un chocolatier. Et propose, donc cette prof de français propose à Anna d'aller un peu se reconstruire à Paris en travaillant pour ce chocolatier. Ce qui n'est pas si facile de passer d'une chocolaterie industrielle à une toute petite chocolaterie artisanale. Et voilà, ça commence comme ça. Et le début... Les Jenny Colgan en général, vous avez l'héroïne qui doit choisir entre 2 hommes. Là, c'est pas du tout ça. En fait, vous avez toujours une double temps. Je dis toujours parce que il y en a eu plein en fait dans ce que j'ai pu lire. Il y en a eu plein. Non, il n'y en a pas eu tant que ça. Il y a Conjure Woman et Fille de la mer. Ouais, mais c'est la 3e. Il y a une double temporalité. On suit Anna et on va suivre justement la professeure de français quand elle était jeune fille au pair. Et en fait, voilà, j'ai eu du mal le premier quart. Et après, le premier tiers, et j'ai plus eu de soucis et je l'ai enchaîné et je l'ai fini. Oui, je l'ai fini avant le fin mars. Et je l'avais laissé traîner, ma fille a lu les premières pages. Il est bien, je te le prends. Ok, vas-y. Et le mois n'étant pas fini, je me suis dit que serait un mois sans des chroniques de Sainte-Marie. Et donc j'ai lu le 9e tome, An Argumentation of Historians, qui n'est pas encore traduit en français. Et alors ce livre commence par une préface, une note de l'auteur qui, dans cette note, passez-moi l'expression, mais se paye à Outlander. Pas nommément, hein, mais dit non. Une héroïne qui voyage dans le temps ne restera pas dans ce temps avant parce que elle a trouvé quelqu'un qui était superbe.
parce que elle n'a pas, elle n'a rien, elle n'a pas de fortune, elle n'a pas de protecteur. On ne peut pas voir la, comment dire, on ne peut pas nous aujourd'hui comprendre ce que c'était à l'époque. Et elle a essayé d'imaginer comment ça pourrait se passer vraiment. Je ne peux pas trop en dire. Et puis, surtout ce qu'elle disait, c'est est-ce que vraiment on lâcherait les bains chauds, le chocolat, tout le confort moderne pour vivre juste avec quelqu'un qui est plutôt mignon. Voilà. Est-ce que l'amour nous ferait lâcher nous ferait lâcher tout le confort moderne? Et enfin voilà, et ça fait toute une partie très différente de ce qu'on a pu, de ce qu'on peut dire dans les précédents, mais qui est quelque part renouvelle l'histoire et qui est franchement sympa. Il y en a encore 3 autres. J'ai le suivant, il m'en reste 2 autres après qui ne sont pas encore édités. Et après, ça sera fini. Et voilà pour mes lectures de mars. Je sens que avril va être sous le... En avril, j'ai déjà commencé des livres. J'ai lu The Ballroom d'Anna Hope, qui était un livre que j'avais prévu à un moment de lire en mars. Et puis, bon, bah en fait, j'ai lu plus de français que d'anglais. J'avais hésité, en fait, on est parti début... la semaine dernière, on était en vacances ici. Et on est parti 3 jours dans une cabine à côté d'un lac. J'avais décidé de prendre au moins un livre. Et j'hésitais entre The Ballroom et Witchlight. Korag non, c'est pas Korag. Il a aussi été édité sous le nom de Korag en anglais, mais en français c'est Un bûcher sous la neige. J'hésitais entre prendre les deux et en fait The Ballroom est écrit plus gros que Witchlight. À quoi ça tient? Donc j'ai commencé Ballroom, j'en suis à la moitié. J'ai aussi repris Alias Grace, que j'avais commencé à lire il y a presque 3 ans, suite à la mini-série Netflix. Et là j'ai décidé de le reprendre. Et j'ai lu quelques romans qui font écho à Pachinko et Fille de la mer. Je vous en parle pas plus. Mais je pense que je vais aussi lire pas mal de romans autour du Japon ou de l'Asie en tout cas, de l'Asie de l'Est pendant ce mois d'avril. Mais pour en savoir plus, on se retrouve dans un mois. Voilà, j'espère que je vous ai donné quelques idées de lecture. Si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas, je serai ravie. J'ai une liste de livres à lire quand je serai de retour en France qui est assez conséquente, mais ça ne m'embête absolument pas d'en rajouter. J'avais sur cette liste quelques livres en anglais et j'ai essayé de passer une grosse commande aujourd'hui à Barnes & Noble pour les commander. Je sais pas, pas spécialement pour les lire là maintenant, mais aussi pour voilà, avoir quelques livres en anglais à lire quand je serai de retour en France. Voilà, parce que je veux continuer à lire en anglais. Je m'étais dit, en 2021, tu lis au moins 12 livres en anglais. Bon, on vient de passer un quart de l'année et j'en ai déjà lu 15. Bon. Il y a des cardinaux qui s'amusent dans mon jardin. Excusez-moi. C'est des oiseaux. Si vous n'avez pas suivi mes vlogs, les cardinaux c'est des oiseaux très rouges. Très très rouges. Avec une crête. Voilà. Le mâle, on le remarque, on le voit tout de suite du coin de l'œil. Un rouge pétant. Et la femelle est grise avec un bec orange. Voilà, ça n'a plus rien à voir avec la lecture. Donc je vous laisse et on se retrouve le mois prochain. Bonne lecture!